Merci d'être avec nous, commentez, partagez cette émission et je sais qu'elle va l'être et je suis presque ému de faire cette émission parce que l'invité que je reçois aujourd'hui n'est pas un ou une invitée comme les autres. D'abord parce qu'on se connaît depuis quelques années, mais en plus de ça, on s'est un peu perdu de vue, même si on était toujours en contact via les réseaux. Et j'ai toujours particulièrement d'abord aimé la personne et ensuite aimé son expertise et la manière dont elle a vécu les choses voilà, dans le courant de sa vie. Il s'est passé plein de choses dont on va parler aujourd'hui. C'est Alexandra Gabriel qui est là. Salut Alex. Coucou Marc, merci de me recevoir. Bonjour à tous. Je suis très content que tu sois là. Bah moi aussi, Et quand merci. tu es arrivé dans le studio, on s'est dit 10 ans. 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Et ça fait... Ouais. On s'est rencontrés en mars 2014. Alors bon, Alexandra, comment vous dire, entre les chiffres, les nombres, les dates, elle retient tout. Donc c'est assez incroyable. Alors tu es numérologue, tu es médium, tu as un parcours de vie assez atypique et tu écris beaucoup. Il y a beaucoup de livres, beaucoup d'ouvrages dans cette grande et belle édition que sont les éditions Très Daniel, Exergue, avec les coffrets évidemment que tu proposes. On va en parler de tout ça. Mais tu sais, les rencontres, c'est aussi raconter sa vie. Est-ce que tu en parles facilement? Maintenant, oui, j'assume totalement. Mmh. J'assume parce que ça fait partie de moi. Et puis ça fait partie aussi de ma résilience, de ma manière. Enfin, ça a été une façon pour moi aussi d'accepter le cheminement des événements, d'y mettre du sens, d'y remettre aussi de l'ordre parfois, parce que j'avais besoin. Mais j'ai aucun problème maintenant, j'ai aucun complexe. Tu reviens de loin. Je m'en suis pas forcément toujours rendu compte, tu vois. Pour être très honnête avec toi, j'ai un peu vécu le cours des événements comme ci, comme ça. Ouais. J'ai eu une bonne éducation. J'ai une maman courageuse à mes côtés. Qui a beaucoup compté dans ta vie. Qui a beaucoup côté, qui Mm. a tout porté un peu à bras le corps, Mm. qui nous a beaucoup épargnés, mais qui ne s'est pas épargnée. Et à un moment donné, les traumatismes ont ressurgi. Mm. Quand elle est partie, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et je continue en fait, doucement mais sûrement, à faire mon petit bonhomme de chemin. Mm. Mais maintenant, je remets du sens. Alors, il y a une phrase qu'on a reprise d'ailleurs, et tu dis « les nombres qui m'ont sauvé ». Ces nombres qui m'ont sauvé, c'est la numérologie qui t'a sauvé? Ah ouais, complètement. Alors, c'est pas que la numérologie, mais ça a été le déclic et le déclencheur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai commencé à perdre beaucoup de gens au moment de mon anniversaire. En décembre. En décembre. Ouais. Tu vois, tu te souviens bien. Donc ça a commencé par mon petit ami, 15 jours après mon grand-père, mon beau-père, ma tante. Et ça, à chaque fois, à date anniversaire? Pas à date Enfin, anniversaire au mois précise, d'anniversaire. ouais, au moment de mon anniversaire. Mois de décembre. Mon petit ami, je l'ai perdu le jour de mes 20 ans. 15 jours après, j'ai perdu mon grand-père. L'année d'après, j'ai perdu ma tante. Ensuite, j'ai perdu mon beau-père. J'ai perdu aussi un chien que j'adorais dans une association. Et quand ça a été le tour de ma mère, ça a été tellement dur, c'était tellement une souffrance tellement forte que j'ai eu besoin de mettre du sens. Et à partir du moment où j'ai décidé que j'allais arrêter de vivre quelque part ce schéma répétitif, la numérologie est venue sur mon chemin. Tu avais compris que c'était un schéma répétitif d'ailleurs? Ouais, je trouvais ça m'interpellait quand même. Mais déjà, petite, je retenais beaucoup les dates anniversaires des gens. Enfin, c'était très particulier, ça aussi. Et c'était peut-être un clin d'œil à la vocation qui allait être la mienne. Mais à un moment donné, je me suis dit, attends, là, stop, mon anniversaire est maudit. Il faut que je comprenne. Et beaucoup de choses se sont passées après la mort de ma mère. J'ai commencé à faire des rêves. Et puis, je suis allée à une conférence, au début, qui parlait des signes dans l'au-delà. Et déjà, l'adresse de l'hôtel où ça avait lieu m'a interpellée, puisque c'était au 17. Et ma mère est morte en 17. Ouais, en 2010. En 2010, exactement. Et je me suis dit, quand même, c'est pas anodin. Et en fait, en deuxième partie de conférence, du coup, c'était le petit cadeau caché. Il y avait une charmante numérologue qui est venue parler de la numérologie. Et quand elle a exposé les nombres, je me suis dit, mais je suis ce nombre-là. Puis après, elle a continué et je me suis dit, non, mais en fait, je suis celui-là aussi. Je suis celui-là ou celui-là. Et quand j'ai calculé mes nombres, c'était les deux nombres principaux de mon thème. Donc, je suis allée la voir en consultation. C'était une révélation. Elle m'a formée. Et puis après, c'est devenu en fait un quotidien. Et j'ai remis du sens sur tout ce qui m'était arrivé. J'ai commencé à analyser les thèmes de tous les gens qui m'entouraient. En fait, j'ai fait un rétro-pédalage dans le temps. Et tout coïncide. Et tout coïncidait. Et ça m'a permis en fait de réavancer, quoi. Tu avais déjà connaissance et notion de ce qu'était la numérologie? Pas du tout. Pas du tout.
En plus, ironie du sort, tu sais, c'est une science qui est très très vieille. Alors, pseudo-science, pour pas contrarier ceux qui ne le considèrent pas comme une science, mais ça vient de Pythagore. Et moi, quand j'étais petite, je détestais Pythagore parce que j'étais nulle en maths. Ouais. Et je me rappelle le maquiller sur mes cahiers de maths. Le fameux théorème de Pythagore qui a tant... que je ne connais toujours pas d'ailleurs. Moi non plus. Il a tant terrorisé des générations et d'élèves. Qui en terrorise sûrement toujours. Encore, oui, bien sûr. Et c'était sans savoir que ça venait de lui. Et en fait, je me suis régalée à plonger dans cette science des nombres qui finalement, avec toutes les années de psychothérapie que j'avais faites, parce que des psychologues m'ont emmené en voir à la TOC. Ah oui, tu as quand même été suivie pour le coup. J'ai été suivie, ouais. Parce qu'il y avait des événements traumatisants dans mon enfance. Moi, j'ai eu un éveil spirituel aussi qui a beaucoup déconcerté mon entourage quand j'avais 11 ans. Et en fait, j'ai été traînée de psychologue en psychologue. Et avec la numérologie, j'ai compris, en fait, j'ai mis le doigt sur des choses que jamais personne n'avait soupçonnées. Ça veut dire que tous les événements de ta vie ont une explication Exactement. Au travers des nombres ? Ont un sens. Ont un sens ? Exactement. Et même, ça m'a permis d'apprendre à découvrir, redécouvrir, reconnaître certaines personnes de mon entourage, de leur redonner une place dorée, parfois dans mon cœur, ou de les ramener peut-être à une place moindre, peut-être que je les avais trop encensés, trop honorés, mais en fait à venir à une forme de rééquilibrage. Tu parles beaucoup de ta maman. Si tu ne souhaites pas évidemment évoquer ton papa, tu as le droit de le faire, bien sûr. Sauf que... J'en ai pas honte. Voilà. Puis de toute façon, vous allez le découvrir. C'est un papa particulier, oui. En avril-mai. Oui, il y a un prochain ouvrage qui sort encore chez Trédaniel, on en parlera, bien sûr. Ton papa, il avait un parcours de vie particulier. Mon papa est un gangster. Donc, tu vois, donc la chanson « Mon papa, moi, est un gangster », ça me faisait bien rire quand j'étais jeune. Mais c'est la réalité. Aujourd'hui, je lui en veux pas parce que mon père, il y a quelque chose qui est clair et net, qui est certain. Je sais, malgré tout. Alors, il n'a pas de sang sur les mains, attention. Mais je sais qu'il nous a aimés et qu'il a profondément aimé ma mère. Je sais que mon frère et moi, on est des enfants de l'amour. Mais il nous a souvent mis en danger. Il a un parcours totalement chaotique où il a passé la moitié de sa vie en prison. Et en fait, finalement, ce qui est assez fou, c'est que... Donc nous, pendant longtemps, on ne savait pas qu'il était en prison. Moi, j'ai appris qu'il était... incarcéré à 10 ans. En fait, c'est ma mère qui a dû nous le dire. Je me souviens, elle nous l'a dit le jour de la mort de Michel Berger. Elle a dû nous dire ce qui se passait vraiment, puisqu'on avait eu des invitations à un anniversaire. Et quand je suis venue vers le petit camarade qui distribuait les invitations, à la fin de l'année scolaire, il a dit « Maintenant, parce que tu es une fille de tolard ». Et donc, je suis allée voir ma mère, j'ai dit « Maman, c'est quoi tolard ?» C'est quoi un tolard ? Et là, ma mère a dit « Bon, c'est bon, je peux plus le cacher ». Et en fait, malgré tout, tu vois, les moments où il avait des permissions, où il sortait de prison, en fait, c'était des grands moments de joie. C'était des moments, mais juste géniaux, quoi. Donc il y avait de l'amour quand même. Ah ouais. Il y avait de l'amour, mais il y avait du danger aussi. Ouais. Et je me souviens, il m'a appris à skier, mon père. Ça, c'est drôle parce que je me rappelle aussi qu'il m'a appris à skier. C'était à Morzine, je me rappelle, l'hôtel s'appelle l'hôtel Champfleury. Putain, c'est une mémoire incroyable, je retiens tout. Mais c'est tellement des souvenirs clés. Puis c'est des choses que j'ai revues aussi en voyage astral. Ouais. Donc ça a formaté beaucoup de choses dans mon esprit, ça a reformaté des choses. Et je me rappelle que pour faire le test, pour avoir les étoiles, il fallait passer sous un ours, un gros ours, tu sais, en carbone, quoi. Il fallait pas avoir les bâtons qui touchent. Et après, je me suis rendu compte que l'ours était mon animal totem, enfin, tu vois. Donc ça fait aussi plein de clins d'œil à tout ce que je fais depuis le départ. Puis je me rappelle aussi d'une fois où je priais, j'étais en train de jouer dans mon petit square et je dis « S'il vous plaît, si les miracles existent, faites que papa arrive. » Je me rappelle trop de ce jour-là. J'étais en CE1 et je dis « Faites que papa arrive, faites que papa arrive. » Et mon père est arrivé. En fait, il avait une permission, c'était une surprise. Ça, c'était un souvenir de ouf. Ah, c'est fabuleux. Mais alors, bon, c'est fabuleux et en même temps, c'est aussi une souffrance parce qu'on peut comprendre que tu grandis dans un cadre de vie qui est assez particulier et donc, j'imagine, surprotégé par maman. En fait, je grandis sans m'en apercevoir dans un climat extrêmement anxiogène. Puisque ma mère prenait tout sur elle, mais ma mère avait pris le parti, quelque part, de faire passer mon père pour un héros à nos yeux, même si elle lui en voulait sauvagement. Je me souviens, elle a eu cette phrase où elle a dit « Jean-Pierre, si tu m'aimes, on divorce », qui a fait rire toute la famille. Mais en fait, elle était tout le temps aux aguets. Pendant des années, je n'ai pas eu le droit de sortir de chez moi parce que, avec ce que mon père faisait, il y avait des gens qui voulaient lui faire la peau, qui voulaient s'en prendre à nous.
C'est comme ça aussi que j'ai revécu en voyage astral une de ces arrestations. Une fameuse journée de juillet 87, on a été évacués par des gendarmes parce qu'il y avait des gars qui nous attendaient derrière l'étui avec des kalachnikovs pour nous descendre, pour se venger de lui. Et en fait, ma mère, elle a pris tout ça sur elle. Et je me rappelle aussi de cette journée, mais c'était juste fantastique. C'était, on va jouer à un jeu, on va avoir des coques sur les yeux, des bandeaux, des bouchons dans les oreilles, et on va être évacués par des messieurs. Et la règle, c'est de ne pas faire un bruit. Et il y a un énorme cadeau si on ne fait pas de bruit. Et là, nous, avec Geoffrey, on était là, ouais. Sauf qu'en fait, derrière, on est à deux doigts de se faire flinguer, quoi. Ça me fait penser au film La vie est belle, qui a été primé à Cannes. Je ne me souviens plus de réalisateur italien, mais qui fait croire dans le film, ils sont déportés et ils se retrouvent dans un camp de concentration. Et c'est un père et son fils, et il fait croire évidemment que c'est un jeu. Ouais. Et que voilà, tout est tourné autour du jeu, de la dérision, etc. Et donc ça me fait penser un peu à cette histoire-là, malgré évidemment la souffrance, le danger et tout ce qui va bien. T'es pas le premier à m'en parler de ce film-là. Il faut que tu regardes ce film, Ouais. qui a été primé à Cannes d'ailleurs, je crois, si je ne m'abuse. Alors ça, c'est évidemment, voilà, ça c'est Alexandra, c'est vraiment quelques bribes comme ça de son parcours de vie assez atypique, je le disais, et puis de cette ouverture, cet éveil spirituel qui d'un seul coup arrive dans ta vie. Une fois qu'on a conscience de ça, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce que tu affirmes tout de suite, je suis médium, je vais devenir numérologue? Il y a eu d'autres étapes entre-temps. Alors pas du tout. Puis pour moi, c'était pas du tout une évidence. Et il y a eu tellement de choses qui se sont confrontées, il y a eu tellement de choses à gérer que pas du tout. En fait, j'ai beaucoup vécu les choses, tu sais, de façon en surface, de façon superficielle, comme un jeu, avec une forme de légèreté, de détachement. Et jusqu'à il y a finalement peu de temps, je conscientisais pas tout ce qui se passait. Il y a eu un tournant en 2021, mais il y a eu plusieurs étapes, tu vois, donc après, voilà, tu vas dire encore que je mets plein de dates. Mais mon éveil spirituel, il a eu lieu à mes 11 ans, en mai 94, quand Ayrton Senna est mort. Par contre, ça, j'ai su tout de suite qu'il y avait une vie après la mort. Alors ça, c'est incroyable, parce que qu'est-ce que vient faire, parce que c'est la question qu'on peut se dire, qu'est-ce que vient faire Ayrton Senna dans ta vie? Tu voulais être attaché de presse en Formule 1? C'était pour lui faire plaisir. C'était donc le 1er mai 94, j'étais en train de faire du vélo dans mon petit square avec mes petites voisines, Amélie et Justine. Et ma mère, elle sort du garage complètement hébétée. Et elle dit, il y a un pilote brésilien, Ayrton Senna, qui a eu un accident. Je me souviens, c'était à 14h17, tu vois, donc encore ce 17. Et elle dit, je crois qu'il est mort. Et en fait, j'ai eu comme une chape de plomb qui m'est tombée dessus. J'ai lâché mon vélo, j'ai couru dans ma chambre, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et j'ai dit, non, pourquoi il est mort? Pourquoi? Non, je veux pas. Pourquoi tu pars? Pourquoi maintenant? Mais à 11 ans, tu n'as aucune conscience de ce qu'est la Formule 1, qui est ce pilote, d'où je il savais sort. pas du tout. Je connaissais rien à la Formule 1. Je sais qu'une fois, mes parents ils nous avaient emmenés sur un circuit de Carrera Cup à Montlhéry. Mais c'était une sortie comme ça. Mais la Formule 1, je connaissais rien. Et je pleure toutes les larmes de mon corps. Une rage, une colère. Et en même temps, d'un coup d'un seul, je savais qu'il savait qui j'étais, qu'il me voyait, qu'il m'entendait. Et que moi, je ne pouvais pas le voir, pas l'entendre. Mais lui, je savais qu'il était là. Et le soir, je me souviens, c'est Claire Chazal qui présentait le 20h. Je dis à ma mère, je veux voir le journal, parce que je voulais voir sa tête. Et quand je l'ai vu, à un moment donné, donc après j'ai zappé sur toutes les autres chaînes, je voulais m'abreuver de lui, tu vois. J'ai vu qu'il parlait anglais. Et moi, j'étais en échec scolaire, mais total à l'époque. Et j'ai dit, ok, Ayrton. Alors à l'époque, je ne savais pas qu'on disait Ayrton, je disais Ayrton. J'ai dit, si le seul moyen de parler avec toi, et pour que tu me comprennes, que tu entendes ce que j'ai à te dire, c'est de parler anglais, bah en fait, je vais parler anglais. Donc du coup, je suis remontée dans ma chambre. Le lendemain, le lundi, on avait un contrôle d'anglais. J'ai rattrapé tous mes cours depuis le début de l'année. Wow. J'ai révisé tous mes cours. Et le lendemain, au contrôle, j'avais trop hâte. Et tu sais, je savais, alors ça c'est, donc j'ai compris des années plus tard, je savais en fait qu'il surveillait, tu vois, et que j'avais pas du tout intérêt à démériter. Donc contrôle d'anglais, 17 sur 20. Et là, la prof, un peu interloquée, vu que j'avais été un cancre toute l'année. Elle a triché. Ouais. T'as dû pomper sur un truc, ou le voisin, ou... Bah oui, normal en même temps. Ouais.
J'étais un cancre, je m'intéressais à rien, j'étais en échec total, enfin, normal. Et là, tu as 17 de Et elle me dit, d'interrogation. bon, tu vas le refaire. Je le refais. 19. Elle dit, bon, une dernière chance. Et en fait, elle me le fait refaire avec des adultes, avec ma mère, un autre prof, le principal. Et donc là, j'étais devant des adultes et je le refais. 20. Et elle me dit, bon, vu que tu as fait ça, en plus c'est drôle, tu vois, je vois ton truc London Bus. Ouais. C'est une sortie que j'avais pas eu le droit de faire puisque maman, en fait, elle nous interdisait toutes les sorties, donc petite parenthèse. Mais bref, tu vois, j'avais pas les outils pour bien sortir de ma petite coquille et m'intéresser au monde, tu vois. Et du coup, elle dit, bon, je te garde toutes tes notes dans ta moyenne. Et en fait, c'est ça. Les profs, ils se sont dit, elle est capable d'avoir un déclic, elle passe en 5e. Et c'est comme ça que j'ai jamais redoublé. Incroyable. Et je me suis dit, ah là là, il va être trop fier de moi, Ayrton. Je vais devenir attachée de presse dans le milieu de la Formule 1. Et non, je voulais devenir journaliste. Et là, j'ai commencé à contacter des journalistes. Lionel Froissart, Jean-Louis Moncey, Catherine Pic. Et je leur écrivais des lettres. Et en fait, si tu veux, j'avais besoin d'être au contact de ceux qui l'avaient connu. Parce qu'en fait, j'avais besoin de le découvrir, de savoir qui il était. Qu'est-ce qu'il m'avait fait. Et donc, je prenais le prétexte de prendre les dates anniversaires des pilotes. Et je demandais aux journalistes, donc j'écrivais des lettres en anglais. Donc, j'améliorais mon anglais. Et je demandais aux journalistes qui allaient sur les circuits de distribuer mes lettres aux pilotes. Et tu vois, j'avais 11 ans, 12 ans à l'époque. Et très vite, j'ai commencé à aller sur les circuits. Je les ai rencontrés jusqu'à un moment donné à Bercy, il y a un pilote italien, donc j'ai le droit de le citer, qui s'appelle Massimiliano Papis, qui m'a dit « Mais tu sais, Alexandra, j'ai l'impression que tu crois en Ayrton comme lui croyait en Dieu. Et c'est là-dessus que tu dois te concentrer. » Et en fait, Max, il avait la réponse depuis le départ. Pendant des années, j'ai cru que Senna m'avait transmis la passion de la Formule 1, et que du coup, pour honorer cette passion, je devais en faire un métier. Mais en fait, ce qu'il m'a transmis, c'est la foi. Et lui, je ne savais pas, mais il partait dans les salles de briefing avec sa Bible. En fait, il était croyant en Dieu comme personne. Il faisait une prière avant chaque départ. Et en fait, cette foi qu'il avait en Dieu, en fait, on transmet toujours aux autres l'énergie de nos nombres et la quintessence de ce qu'on a en soi. Et ça, en plus, je l'ai découvert après en 2021 à travers les voyages astro que j'ai faits, qui ont été juste sensationnels. Et en fait, c'est ça qui m'a transmis. C'est ce petit truc-là. Et du coup, lui, il avait le culte de la gagne, tu vois, c'était premier et jamais dernier. Et en fait, il m'a appris aussi à me battre, tu vois, pour ma scolarité, il m'a appris en fait à vouloir être la première, tu vois. Mais c'est une histoire insensée. Et tout ça, ça a été juste, tu sais, comme s'il était derrière le voile, que je le ressentais pas, que je le voyais pas. Enfin, si je le ressentais, mais j'arrivais pas à mettre des mots, j'arrivais pas à l'expliquer. Mais en tout cas, j'étais investie d'une énergie folle. Alors ça commence à faire flipper tous mes profs. Elle est complètement folle. J'ai été harcelée. Et il y a un psychologue qui a dit un jour, non mais à cette gamine, il faut lui foutre la paix parce que finalement, elle va bien, elle s'en sort. Bien sûr. Mais tu t'es déjà posé la question de savoir, par rapport à Ayrton Senna, pourquoi moi ? Mais en fait, je pense que tout le monde est capable de recevoir. Tout le monde est capable de recevoir. Après, oui, j'ai eu des explications. Bah, vas-y, raconte un peu. Je spoil le futur livre. Le livre qui va sortir en mai, c'est ça, mai 2024. Il sort en avril ou mai 2024. Sur l'immense pouvoir du voyage astral. Exactement. Comment te dire ? Toutes tes révélations, tu les as au travers des voyages astraux ? Oui et non. Des fois, il y a des choses que je comprends, alléluia, par moi-même, et j'ai des confirmations dans le temps. Mais tu sais, quand je suis arrivée à Toulouse, moi, ça m'a activé les rêves prémonitoires. Parce que tu étais à Paris à l'origine. Hein. Au début, j'étais à Paris et je suis arrivée à Toulouse en 2014, début 2014. Et ça m'a activé les rêves prémonitoires, ça a été un truc de fou. Et je pense que les lieux activent certaines choses. Et donc, en 2014, en mai 2014, donc 20 ans et une semaine après la mort d'Ayrton, j'étais au contact de ma deuxième expérience spirituelle et mystique la plus forte. Là, je suis allée faire un stage aux pompes funèbres parce que je m'étais dit, donc ça y est, la numérologie, je la rodais bien. Elle était déjà en moi.
Je la comprenais bien, je la maîtrisais bien. Je l'aimais de plus en plus, puisqu'elle m'avait permis d'ouvrir plein de portes en moi. Et je me suis dit, il faut que j'aide les gens qui ont vécu des traumatismes liés au deuil, comme moi, peut-être à trouver des réponses. Et tu sais, quand tu arrives sur le bassin toulousain, que tu connais personne, c'est un peu dur de se faire une place, mais une fois que tu l'as, c'est bon. Et je me suis dit, je vais faire un métier que personne ne veut faire. Je vais aller travailler aux pompes funèbres. Et là, ma mère me dit, ma chérie, nous mettons un point d'honneur à ce que tu fasses ton stage aux pompes funèbres. Par contre, c'est pas ta vocation. Et là, je dis, mais c'est bon, tu me casses pas mes rêves et tout. Et je vais aux pompes funèbres, et là, je suis au contact d'un défunt qui est un pilote d'hélicoptère qui s'est tué au large du Ghana et qui se révèle être en fait un mari que j'ai eu dans les dernières vies. Pascal. Et là, j'ai rencontré sa famille. Et là, ça a été une révélation parce qu'eux, ils sont hyper cartésiens. Donc, j'ai rencontré son frère, Frédéric. Et j'ai pu, des années plus tard, quand j'ai sorti mon premier oracle, je lui ai offert, puisque le premier oracle, je l'ai dédicacé à Ayrton et à Pascal, l'oracle des plumes et des nombres. Et en fait, j'ai envoyé cet oracle chez les parents de Pascal, et c'est Frédéric qui est tombé dessus. Et il a demandé à me rencontrer. Et on a passé des heures et des heures à parler. Mais alors, ça veut dire que... j'ai l'impression que t'es ma sœur, que tu connais toute ma vie. C'est fou, parce que ça veut dire que pendant un voyage astral, tu as la révélation de ce Pascal-là, hein, ce pilote d'hélicoptère. Alors, un peu avant. En fait, comme je commençais à être sensible à toutes ces énergies, qu'entre-temps, il y a des choses qui se sont passées, j'étais en contact avec ma mère. Donc c'est ce qui m'a permis aussi de vraiment digérer une grande partie de mon chagrin, suite à tous les deuils que j'ai eus. Enfin, il y a eu tellement de trucs. Il faudrait 4 heures pour que je t'explique tout. Mais du coup, ça, je le détaille dans l'immense pouvoir du voyage astral. Dans le prochain ouvrage, ouais. Et en fait, non, ma mère m'avait donné quand même plusieurs choses, plusieurs éléments. Il y avait plusieurs choses qui s'étaient révélées grâce à elle. Et en fait, quand j'arrive au stage de pompe funèbre, Jean-Claude, donc mon maître de stage, il dit « Alexandra, on a un gros problème, on a quelqu'un qui est mort au Ghana, il faut rapatrier le corps, mais c'est un scandale, ils ont fait péter les scellés à Amsterdam, ils ont ouvert le cercueil, on est dans la mouise, tu parles anglais, tu vas m'aider, tac, tac, tac. » Et la première question que j'ai demandé à ma mère, c'est « Maman, est-ce que le corps de Pascal sera revenu avant que j'ai terminé mon stage ?» Et là, ma mère me dit « Mais bien évidemment, ma chérie, bien évidemment. » Ta maman qui était déjà partie, hein. Qui était déjà partie, ouais, depuis 4 ans. Avec laquelle tu communiques? Et avec laquelle je communique de temps en temps. De quelle manière? Alors je l'entends, je la vois dans les rêves et en écriture automatique encore. Ça, c'est le truc avec elle, c'était le premier truc. Est-ce que de son vivant... Le 30 mai 2012, écriture automatique. Il fallait une date. Est-ce que de son vivant, tu évoquais déjà avec elle tous les ressentis que tu avais? Alors évidemment, il y avait l'affaire Sénat quand tu étais petite, sur les coups de 11 ans, mais tu as déjà eu l'occasion de parler de ça avec elle? Vas-y, prends un peu de thé parce que ça fait du bien. Ma mère, elle avait énormément d'intuition. Elle a eu le jour de sa... Je me rappelle même plus. Je sais plus, sa communion. Elle a eu une apparition. Et elle a mis tout ça sous une chape de plomb. Mais elle savait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et tu vois, elle m'a jamais freinée, elle m'a jamais empêchée d'aller sur les circuits, elle m'a toujours accompagnée. Elle a toujours été très présente. Et elle savait que j'avais une certaine sensibilité aussi. En fait, elle m'a laissé découvrir. Mais il y avait aussi un autre problème, c'est que dans la famille de mon père, donc ma grand-mère paternelle était schizophrène. Mamie Josette, que pendant très longtemps avec mon frère, on a appelé Mamie Dingo en rigolant. Mais que j'ai découvert du coup après la mort de Pascal. Enfin, il y a eu plein de trucs qui sont passés aussi avec elle. Donc, maman, elle avait une espèce de réticence à pas vouloir trop encourager, mais à me laisser vivre aussi les expériences. Et du coup, après, quand elle est partie, c'est comme s'il y avait une porte qui s'était ouverte et elle savait que j'allais tout comprendre, puisque ce que j'ai compris, c'est que nos défunts, ils connaissent notre programme de vie, le programme d'âme. Ils comprennent là où est-ce qu'ils se sont plantés, là où est-ce qu'ils auraient pu davantage, entre guillemets, performer et avancer. Et du coup, ils nous accompagnent dans des émotions, des situations sur lesquelles eux, ils ont fait une impasse ou sur lesquelles, justement, ils doivent faire leur preuve dans une prochaine incarnation. Et quand on gagne, en fait, ils gagnent aussi. Ça, c'est ce que j'ai compris aussi en 2021 avec le 4e protecteur. Enfin,
lui, c'était un truc de fou aussi. Et ma mère, si tu veux, elle m'a beaucoup rassurée, elle m'a beaucoup portée et j'ai l'impression qu'elle m'a aussi donné beaucoup de choses et beaucoup de force par rapport à tout ce dont elle m'avait privée dans mon enfance parce que on n'avait jamais le droit de sortir, on n'avait jamais le droit de rien faire puisqu'elle avait tout le temps peur qu'il nous arrive un truc, tu vois. Tu parles beaucoup évidemment de ta mère, on va parler assez brièvement de ton père. Tu parles pas de la date du départ de ton père? Ah, mon père, il est encore vivant. Ah, il est encore vivant. Ah Ouais. pardon, je croyais qu'il était Non, décédé. il est encore vivant là. Tu le vois toujours? Non, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je devais le voir en août 2013. J'avais emménagé dans un petit appart avant d'arriver à Toulouse. Là, pareil, c'était un faux plan. J'avais les huissiers aux fesses parce que c'était une sous-location, bref. Il n'est jamais arrivé. Il n'est jamais venu. Il devait m'aider à monter une étagère de salle de bain. Il n'est jamais arrivé. En tout cas, il s'en est sorti de ce tourbillon infernal d'une vie de gangster, comme tu le dis. Mais en fait, c'est comme s'il avait un abonnement à toutes les prisons de France. Ah. Visiter nos régions. Bon. Donc, je l'ai revu en janvier 2018. Ouais. Je l'ai revu le 17 septembre 2020, quand il était question de répartir les cendres de ma grand-mère. Et après, j'ai plus de nouvelles. Tu es quand même consciente que ta vie est particulièrement ponctuée de situations difficiles, douloureuses, de deuil. Le rapport à la mort dans ta vie, il a quand même une dimension assez particulière quand même. Hein. Ouais, mais ça, je l'ai beaucoup conscientisé vraiment en 2021. Il y a eu plein de choses parce qu'il m'a été permis de revivre les choses comme j'aurais dû les vivre émotionnellement et comme les autres les ont vécues émotionnellement. Et des fois, oui, il y a des gens qui m'ont dit « mais c'est trop dur ce que tu as vécu ». Et finalement, oui et non, parce que j'ai été beaucoup aidée, beaucoup appuyée par cette maman formidable, qui n'a peut-être pas pris non plus certaines responsabilités. Mais j'ai eu l'aide du ciel. Il y a eu beaucoup de gens qui nous ont désertés aussi, parce que c'est pas hyper chouette d'avoir un gangster dans la famille. Mon père aussi, il a fait des coups dans la famille où il s'est mis tout le monde à dos, tu vois. Mais tu vois, je garde des traumatismes. Il y a des fois des moments où je peux vite stresser, je suis assez anxieuse, tu vois. C'est-à-dire que... Oui, parce que tu t'en sors bien quand même. J'essaye. Tu as l'air de bien t'en sortir, tu écris, tu fais des beaux ouvrages. Pour quelqu'un qui était assez cancre à l'école, tu t'en sors pas mal, hein, quand même. D'ailleurs, on va présenter tes ouvrages qui sont là. Mon chemin d'âme sur Terre, avec la numérologie, la mission d'âme dans l'au-delà, les mandats d'âme célestes, encore une fois avec la numérologie, et mon journal de numérologie. Demandez à tes nombres. Ils te diront, demande à tes nombres, ils te diront qui tu es. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, et parfois certains dénoncent ça par rapport à la numérologie en disant attention à ne pas calquer sa vie sur une expertise que l'on pourrait avoir. Toi, en l'occurrence, la numérologie. Est-ce que tu calques ta vie en fonction de ces nombres? Oui et non, parce que j'ai aussi compris que le mécanisme céleste, il était parfait. Mais quand il y a une impasse, quand il y a un écueil, quand il y a quelque chose qui doit avancer, en fait, ça me permet de gagner du temps. Ça me permet, quand quelque chose ne marche pas, ça me permet de ne pas m'apitoyer sur mon sort trop longtemps, parce que je sais pourquoi. En tout cas, j'ai une clé, j'ai une explication. Et quand quelque chose est fluide, je m'ouvre les portes, tu vois. Mais par contre, je me dis pas, oh bah tiens, Marc, tu m'invites aujourd'hui. Oh non, c'est une journée comme ça. Non, il faut pas cette journée. Non, je fais pas ça. Sinon, tu te coupes les cheveux en quatre, quoi. Ça va pas. T'as calculé de savoir s'il fallait que c'était aujourd'hui, si c'était un bon jour? J'y ai pensé dans le taxi, simplement. Ouais, donc ça va, c'est pas... Non. Bon, tu as suivi ton instinct. Tu parles de tes 4 piliers de vie, évidemment. On a parlé de ta maman, ta grand-mère, on a parlé d'Ayrton Senna, il y a d'autres personnalités, évidemment. Et c'est assez étonnant, à part ce Pascal, mais c'est souvent des personnalités, en l'occurrence. Il n'y a pas que, hein. Mais ouais, j'ai eu beaucoup de personnalités. Étrangement, ouais. Et étrangement, des personnalités qui partent brutalement. Ouais. Oui, c'est vrai. Je viens de le réaliser quand tu l'as dit. Ah, t'avais pas conscientisé ça? Non. Alors, évidemment, il y a des personnalités. Je ne sais pas si tu vas en parler dans le nouveau livre ou pas, de toutes ces personnalités? En fait, non? mes 4 piliers, c'est le nouveau livre. Il est bâti en fait sur les 4 piliers qui sont les fondateurs de ma spiritualité. Donc, Ayrton, ma mère,
Pascal et Christophe. Alors lui, ça a été décoiffant. Surtout que je le détestais au départ. En fait, c'est avec lui que j'ai appris le plus de choses. Et tu acceptes d'en parler ou tu préfères Est-ce qu'on fera pas une autre émission pour ça? Est-ce que d'abord dans le prochain livre en mai 2024, est-ce que tu en parles ouvertement? Ouais, j'en parle ouvertement. Et tu le cites? Après, je donne pas son nom. Ah, tu donnes pas son nom. Mais c'est une personnalité. Pour préserver sa famille. Sa famille. Mais avec lui, ça a été... Et même aujourd'hui, tu vois, j'ai un de mes protecteurs qui m'a dit un jour, il a toujours le boyau de la rigolade dans l'air, lui. Il me dit, Alex, tu préfères qui entre Ayrton et Christophe? Tu sais, il m'a dit ça comme ça pour rigoler. Mais en fait, ça, dans ma tête, ça a fait tout un cheminement de pensée. Et je me suis dit, aujourd'hui, s'il devait m'en rester qu'un, ce serait Christophe. C'est avec lui que j'ai appris le plus de trucs. Les mandats d'âme céleste avec la numérologie, c'est grâce à lui. Je pensais avoir compris plein de choses, des missions dans l'au-delà. Mais quand il est venu, mais ça a révolutionné ma compréhension. Alors on peut pas, et je comprends évidemment que tu veuilles garder et respecter d'abord sa mémoire, son nom, etc. Simplement dire qu'effectivement c'est une personnalité que les Français ont beaucoup aimé, voilà, et qui est parti très brutalement. On peut juste donner l'année. 2020. 2020. Voilà, il est parti en 2020 brutalement, et on sait comment. Pas vraiment. Pas vraiment. Certains disent que c'est un suicide. C'est pas un suicide. C'est pas un suicide. En fait, il s'est donné le grand frisson, il a eu envie, mais c'est pas un vrai suicide. C'est juste que les jours d'avant, il mangeait mal, il dormait mal, il a perdu les pédales, il a voulu se donner le grand frisson. Mais moi, je l'ai vu dans la nuit. Il est venu me voir. Au début, j'ai fait « Oh là là là, pourquoi tu viens me voir ?» Et il me dit « Je redécouvre avec plaisir tout ce que tu fais. » Jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, il était hyper spirituel. Il m'a fait faire des voyages astro. J'ai découvert après que c'était son truc, qu'il adorait ça. De son vivant, vous vous connaissiez alors? Ouais. Je l'aimais pas. Vous avez travaillé ensemble? Ouais. Je travaillais dans sa société. Je l'aimais pas du tout. Je le trouvais hautain, pédant. Et je le jugeais, tu vois. Mais c'était sans savoir qui il était. Et en fait, j'ai appris à l'aimer. Moi, c'est souvent comme ça, en fait, quand les gens partent de l'autre côté, que je découvre la vraie couleur de leur âme, je réapprends à les aimer. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on se rend compte que les gens, au moment de leur décès, c'est au moment de leur décès qu'ils t'apparaissent et qu'ils viennent tout de suite. Ouais, ça je sais aussi. C'est assez particulier. particulier. C'est pas 3 mois ou 2 ans après, c'est au moment de leur décès. Bah ça avait été mon grand point d'interrogation. Au début de mon éveil, tu vois, je cherchais un peu des réponses partout. Et puis à un moment donné, je me suis dit, il y a eu des portes qui se sont fermées aussi. Tu vois, j'ai pas pu aller chercher ce dont j'avais besoin par l'extérieur. J'ai compris qu'il fallait que je fasse mon expérience. Et je me souviens, Pascal, je lui avais dit... Le pilote d'hélicoptère. Ouais, je lui avais dit, mais comment ça se fait que t'es là? Pourquoi t'écris? Je lui dis, t'es en temps de repos. Il fait, mais Alexandra, réfléchis. J'ai un corps. Est-ce que j'ai besoin de me reposer? Il me fait non. Il me fait, toi par contre, tu manges pas assez, ouais, t'as besoin de te reposer. Mais t'inquiète pas. Ici à Toulouse, t'es dans ma ville. Ta vie, elle va décoller. Je vais t'aider. Et il y a eu plein de trucs qui se sont mis en place après. Enfin, tout ça, c'est dans le livre, dans les livres de mai. Et bah, c'est au moment où on se connaissait, où tu m'as un peu aidée aussi. C'est à cette même période, tu vois. Et donc ce fameux... Et Pascal, il est venu tout de suite. Et donc, c'était 10 jours après sa mort. Et oui, lui aussi, crash hélicoptère, c'est vrai, c'est brutal aussi. C'est brutal aussi. Ouais. Ils sont tous partis d'une mort extrêmement brutale. Ouais. Il n'y a pas eu de maladie, il n'y a pas eu de choses comme ça. Maman, elle avait une maladie. Elle avait une BPCO. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, effectivement, pour ta maman en l'occurrence, mais les trois autres piliers dont tu parles, ce sont des morts subites. Exactement. Les 3 autres piliers, oui, c'est des morts subites. Effectivement. Alors tu sais que évidemment au moment où on enregistre cette émission, quand les gens vont regarder l'émission, tout le monde va chercher à savoir qui est cette personne, etc. Donc attendez le livre. Ouais, attendez le livre. Ça doit être très compliqué d'écrire sans avoir à dévoiler l'identité de quelqu'un, ni son parcours de vie, ni sa façon d'être. Parce que j'ai voulu le préserver au niveau de sa famille. Par contre, c'est dingue, il m'a fait rencontrer ses parents. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé le jour de son anniversaire avec un ami qui m'avait suivi d'ailleurs dans mes aventures quand j'ai retrouvé ma grand-mère,
un ami qui faisait la même chose que lui. On a décidé d'aller sur sa tombe. Et là, on a eu une voix féminine qui nous a dit non, faut pas passer par la montagne noire parce qu'il faut que vous soyez au cimetière à 15h45. Et à 15h45, on est tombé nez à nez avec les parents. Alors que si on avait pris par la montagne noire, on serait arrivé 1 heure plus tard et il serait reparti. Donc ça m'a permis aussi de comprendre. Là, de toute façon, après attention, je dis pas que j'ai la science infuse, mais dans ce livre-là, les gens vont comprendre comment ça marchait pour moi, qu'est-ce que j'ai compris de l'au-delà, quels ont été les enseignements qui m'ont été permis de comprendre et d'intégrer dans mon expérience de vie. Ça ne fonctionne pas comme ça pour tout le monde, parce que je pense que chacun doit vivre des choses différentes. Mais moi, je me suis rendu compte que les défunts ont la notion du temps. Ma mère, elle a une notion du temps, mais incroyable. Elle nous a donné d'ailleurs, l'agent immobilier, elle en a encore tout espanté quand on en parle encore aujourd'hui. Elle nous a donné la date de la vente de notre maison, quoi. Mais tu sais, c'est incroyable parce que c'est pour ça que je suis très perturbé quand je fais ces émissions-là, parce que j'entends tout et son contraire. Il y a des tas de gens qui vont nous dire, mais il n'y a pas de notion de temps, ils n'ont pas la notion du temps, le temps n'existe pas, etc., etc. Et toi, tu nous dis là, et voilà, le temps c'est important parce qu'ils arrivent effectivement à déterminer à quelle période, à quelle date. Tu vois, Alors, est-ce que moi j'ai cette porte d'accès parce que je suis numérologue et que les dates pour moi sont importantes? Peut-être. Mais en tout cas, à chaque fois, il y a beaucoup de choses que j'ai validées. Et à chaque fois, je prenais à témoin mes amis. Je dis, attends, maman, elle a dit ça. Ou Amélie, mon amie Amélie aussi, je dis, attends, Christophe, il a dit ça. Jules, il a dit ça. Tu peux noter? Elle a dit, putain, Jules, il l'avait dit, mais si, souviens-toi. Tu sais, moi, je me souviens plus après. Mais quand, par exemple, il y a des doutes... et j'ai besoin d'avoir des témoins. Parce qu'en plus, tu vois, moi, ça, c'est l'ironie du sort aussi. Quand j'étais petite, je mentais beaucoup. Et quand tout ça est arrivé, je me suis dit, mon père mentait beaucoup pour faire ses escroqueries, ces coups-là fulgurants. C'était un vrai mytho. Et maman nous a appris à mentir. Et j'ai dit, attends, mais moi qui mentais beaucoup petite, on va se dire, mais qu'est-ce qu'elle a encore trouvé pour se rendre intéressante? Bien sûr. Et là, Christophe, il m'a dit, c'est l'ironie du sort. Il m'a dit, c'est pas grave. Le temps fera son œuvre, les événements feront leur preuve. Donc arrête de t'occuper du passé, du qu'en dira-t-on. Alors, mais c'est pour ça que j'ai toujours besoin d'avoir des témoins dans tout ce qui arrive, de tout noter, quoi. C'est toujours fabuleux. Je suis tellement content que tu nous racontes ça et que tu t'exprimes là-dessus. Parce que j'ai regardé beaucoup d'interviews de ce que tu as pu proposer, mais il y a des tas de choses que tu dis là et que tu n'as pas eu l'occasion de dire. Et je suis très content que tu le fasses ici. Quand tu as cette faculté d'échange avec ces personnalités défuntes, est-ce qu'ils te disent à quel point ils regrettent d'être partis aussi rapidement? Est-ce qu'ils te disent, est-ce qu'ils sont conscients de ce départ si brutal? Il y a beaucoup de choses qui étaient programmées. Et Christophe, tu sais, au tout départ, Marc, quand il arrivait dans mes énergies, j'étais comme ça. Parce que c'était assez conflictuel avec lui, je l'aimais pas trop. Après, lui, il me dit toujours, t'exagères, hein, je te détestais pas. Je dis, moi, je t'aimais pas. Il me dit, oui, je vois bien, mais on se détestait pas. Mais il avait un regard dur, il était assez pète sec. Oui, c'est vrai. Je le trouvais hautain. Mais là, je l'ai redécouvert. Après, j'ai des amis à lui, des collègues à lui, qui m'ont beaucoup aidé à le comprendre. Parce qu'ils disaient, lis mon livre, tu vas apprendre à me connaître. J'ai dit, mais non, j'ai pas envie de lire ton livre. Je préfère demander à Antoine et Damien. Il fait, lis mon livre. Je fais non. Il me dit, pourquoi tu veux pas lire mon livre? Il me fait, moi, je sais pourquoi tu veux pas lire mon livre. Mais lis-le. Je fais, non. Tu vois, je lui tenais tête. C'était assez conflictuel. Et en fait, il arrivait dans un moment de vie où, encore en 2021, ça a été un tsunami, où tout s'est écroulé dans ma vie. Tout. J'avais réussi à avoir un job assez prestigieux. Donc, j'étais devenue ingénieure d'affaires dans une SS2I. J'étais avec mon copain. J'avais mes animaux. Tout allait bien. Et en fait, le garçon avec qui j'étais à l'époque, je me rendais compte qu'on n'était pas amoureux, que ça ne pouvait pas coller, que ça ne pouvait pas fonctionner. La boîte dans laquelle j'étais en train de complètement m'illusionner. Mon cheval est tombé malade. En fait, toute ma vie s'est écroulée de nouveau. Tout ce que j'avais cru construire et maîtriser s'est écroulé. Et j'ai dit à Christophe, je dis, mais en fait, depuis que tu es dans ma vie, tout part à volo. Je dis, casse-toi, en fait, tu me pourris la vie. Ça, c'est de son vivant, hein? Non, il était déjà décédé. Il était déjà décédé. Ouais. Et tout ça, c'était en 2021. Ouais, 2021, il est mort en 2020. Il est mort en novembre 2020. C'est ça, ouais. Et je dis, mais dégage, tu me pourris ma vie. Il m'a dit, Alexandra, c'est parce que tu vis des émotions similaires à celles que j'ai vécues de mon vivant que je suis là.
Et si tu gagnes, je gagne. Il dit en fait, on est attirés, nous de l'autre côté, par des événements, des choses, des émotions que vous vivez et que nous, on a connues de notre vivant et sur lesquelles on a fait l'impasse. Mais si j'arrive à t'apporter et à te rectifier, à corriger ton comportement, te faire prendre les bonnes décisions, te faire aller dans la bonne voie, si tu me fais confiance que tu m'écoutes, si tu gagnes, je gagne. C'est-à-dire que lui, si tu gagnes, lui progresse aussi. Exactement. Et ça veut dire que dans l'impact qu'il a dans la matière, de ce qui a été vécu dans la matière et ce sur quoi lui, il a fait l'impasse, ben, si d'autres personnes le vivent mieux dans la matière de leur vivant, ben lui, ça va être allégé dans la future incarnation quand il va y être reconfronté. C'est ce qu'il m'a montré, enfin, c'était un truc de fou. La question que je t'ai posée, c'est de savoir s'il regrettait. Oui et non. Il regrette bien évidemment parce qu'il y a des choses qu'il répare. Par exemple, je sais qu'il a infligé des choses à beaucoup de gens de son entourage. Et ben, à chaque fois qu'il y a des conflits similaires, qu'il y a des familles qui vivent les mêmes choses, il vient quelque part se greffer à l'énergie de la situation pour essayer d'insuffler le meilleur de lui-même, pour éviter le moment de bascule chez les uns comme chez les autres. Pourquoi est-ce qu'on a tellement écrit sur son départ, parce que c'était une personnalité aimée des Français, pourquoi est-ce qu'il ne te dit pas de rectifier la vérité? Parce que c'est pas le moment et parce que peut-être que ça ferait un conflit avec sa famille. Tu sais, je me méfie, je fais toujours le distinguo entre eux et l'entourage. Mais je sais que j'ai déjà essayé de contacter sa femme. Et donc Et elle n'a pas voulu. Enfin, elle m'a répondu, elle m'a dit pourquoi il faut qu'on se voit. Je dis bah ce serait bien. J'ai des choses à vous dire peut-être. Et en fait, et en même temps, je sais que je veux pas être intrusive. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais par contre, je lui ai raconté un rêve. En fait, il y avait quelque chose qu'il avait besoin de dire. Et je dis j'ai fait un rêve et elle m'a dit merci beaucoup. Mais je sais que le moment viendra. Tu vas révéler des choses dans ton livre en mai 2024? Ouais, déjà, il y a des petites choses que j'ai le droit de donner. De donner. J'en ai marre qu'on dise qu'il s'est suicidé. Alors oui, il avait un tempérament un peu comme ça. Parce que je lui ai dit, mais je dis, pourquoi tu avais cette rage en toi? Pourquoi tu étais comme ça? Tu étais volcanique. Il dit, c'est les blessures narcissiques. C'est l'autodestruction. Pour l'envie de finalement de triompher. Enfin, avec lui, ça a été fou. Mon dossier pour mon premier oracle, il m'a fait corriger le dossier. Il m'a dit, Julien, moi, je vais t'expliquer ce que c'est le 8. Alors, le 8, c'est ça. On va parler effectivement des nombres dans cette dernière partie d'émission, parce que c'est quand même, évidemment, on a vu les ouvrages que tu proposes. Et alors, je trouve qu'en plus, non seulement c'est bien écrit, et alors, c'est extrêmement pédagogue. Franchement, c'est très simple, c'est bien fait, c'est bien amené, c'est très explicite, c'est très ludique. Donc c'est vachement intéressant. Et puis évidemment, il y a ces petits oracles. Celui-là, il m'a fait marrer. Celui-là, il m'a fait marrer. Le petit oracle de Madame Monsieur. Alors, explication, ça c'est si vous êtes en couple ou si. Alors, c'est pour ceux qui sont déjà en couple ou qui ont envie d'être en couple. En fait, c'est pour tout le monde. Bon. C'est un nombre égale un trait de caractère. Donc en fait, tu as 44 petites cartes pour Madame et 44 petites cartes pour Monsieur. Et si tu as besoin d'en savoir un peu plus sur celui ou celle qui a ton bras, ou cette collègue, ce voisin, cet ami, tac, tu piques une petite carte et ça donne une réponse. Et ça donne une réponse tout de suite. Voilà, l'oracle, Madame Monsieur. Il y a l'oracle des animaux totems. Et des nombres sacrés. Et des nombres sacrés, ouais. Pareil, une sacrée histoire, cet oracle. Incroyable. Que j'ai fait à l'époque avec Erol. Merci encore à Joanne et à Anne de m'avoir donné cette opportunité de le faire. Parce que il y a 80 cartes. Et là, c'est un protecteur qui me fait « Hé Alex, prends une feuille et tu touches pas un seul nombre de mon oracle. » Il me dit « Je vais te donner des animaux de 1 à 80. Et grâce au nombre, tu vas comprendre les vertus des animaux. » Donc je l'ai construit comme ça, celui-là. Et le tout premier, l'oracle des plumes et des nombres. Mon tout premier oracle. C'est extraordinaire. Tu te rends compte du chemin parcouru quand même? Tu prends conscience de ça quand même? Parce que tu reviens de loin. Ouais, je m'en rends compte. T'aurais pu mal tourner. Ouais. Oui. T'aurais pu mal tourner quand même. Ouais. Après, tu sais, Marc, il y a quand même un truc, il y a un élément fondateur
qu'on a eu, mon frère et moi, c'est l'amour de nos parents. Hmm. Et je pense que quand tu as été aimé, alors, attention, hein, mal aimé par notre père, mais aimé quand même, je pense que tu as l'ingrédient parfait. Mais je me suis rendu compte aussi que j'étais pas perdue à la dérive parce que finalement, mon monde céleste se peuplait alors que mon monde terrestre se dépeuplait. Donc j'ai un peu été rattrapée dans les mailles du filet, quoi. Hmm. Alors, je voudrais, dans ce dernier quart d'heure, je voudrais vraiment qu'on parle effectivement de numérologie parce que ça, c'est important. Mais c'était aussi, évidemment, beaucoup de gens te connaissent aujourd'hui parce que tu es très présente dans pas mal d'interviews à droite à gauche chez d'autres confrères. Mais en numérologie, moi, j'invite tout le monde à regarder tes ouvrages parce qu'ils sont toujours très intéressants. On ne va pas regarder chiffre par chiffre, mais je voudrais que tu nous parles un petit peu de la tendance du moment là, parce que autant dire que c'est un peu rock'n'roll quand même. On vit des choses, des émotions, ça secoue, et des tas de choses. Ce monde ne va pas bien quand même dans l'absolu. On est en année 8, qui est un chiffre que j'adore. Et comment? Et comment qu'est-ce que ça laisse entrevoir pour cette année 2024? Alors, le 8, c'est un nombre... Tiens, j'ai un petit bracelet, donc je vais pouvoir te faire le petit schéma. Alors, ouais. Je vais le faire à tout le monde. Le 8, tu vois, c'est un nombre déjà, si tu le regardes, il a 2 fois le 0 en lui. Donc il a un 0 qui est complètement connecté à la sphère terrestre et il a un 0 qui est complètement connecté à la sphère céleste. Et il a cette petite boucle qui contrarie en fait la fluidité des énergies. Le 8, c'est vraiment le nombre par excellence qui nous parle du pouvoir matériel, mais du pouvoir aussi spirituel, du pouvoir de l'intention. Le 8, quand il est déséquilibré dans une des deux boucles, en fait, il explose. Mais quand il est bien aspecté, il redevient la source. Ce n'est ni plus ni moins qu'un 0 torsadé, parce que le 0 en numérologie, c'est la genèse, c'est la matrice, c'est la source du tout. C'est le divin, en fait. On l'appelle comme on veut. Et cette année, c'est une année qui va nous mettre vraiment au regard de nos schémas contradictoires. C'est le nombre aussi qui nous rappelle le 8, l'héritage des anciens, des aïeux. Donc on revit à travers ce qu'on vit des problématiques que nos ancêtres ont eux-mêmes connues, même si on dit toujours que l'histoire se répète. Et c'est forcément un nombre qui met encore plus en mouvement, qui fait encore plus exploser parce qu'il est très puissant, il est retentissant, qui amplifie toutes les problématiques qu'on a eues sur tous les domaines. Donc sur l'argent, sur le pouvoir, sur les questions géopolitiques, sur les catastrophes naturelles, sur l'environnement, même sur la spiritualité, tout ça. En fait, ça fait exploser tous les domaines de vie pour une quête de rééquilibrage. Donc, c'est vraiment le grand chambardement, en fait. Moi, je le vois comme un séisme, le 8. Alors, c'est très apocalyptique et c'est un peu dark, tout ce que je dis. Mais en même temps, on n'est pas dans une période si fluide que ça. Mais je sais que c'est pour aller vers le meilleur. C'est pour aller vraiment vers une optimisation des mœurs, un changement draconien, quoi. Donc, le 8, c'est qu'est-ce que je fais de ce pouvoir qui est en moi, mais aussi qu'est-ce que je fais de ce pouvoir, à un moment donné, que j'ai remis entre les mains des autres. Donc toutes les questions en lien avec la justice, l'injustice, les tribunaux, tout ça, ça va aussi nous chahuter. Les forces de l'ordre, la guerre, tous les mouvements de foule. Est-ce que ça veut dire que c'est un mal pour un bien? Mais je pense que dans la vie, tout est un mal pour un bien. Mais le 8, il a un devoir et un pouvoir de transformation. C'est-à-dire qu'avec du 8, rien ne sera plus jamais comme avant. Particulièrement cette année, donc. Ouais. Ça remet un peu... Ça veut dire qu'il faut être prêt. L'église au milieu du village. Ouais, il faut être prêt, mais je pense qu'on a été préparé aussi. Ouais. Tu vois, le 8, c'est tout ce qui est chaotique, explosif, mais c'est aussi l'abondance. C'est un peu, on a le sentiment, moi j'ai souvent lu ça, c'est une sorte de quitte ou double un peu, le 8. C'est exactement ça. Ça passe ou ça casse. Il y a vraiment de ça. Qu'est-ce qui est le plus important entre le nombre actif, le nombre héréditaire, le nombre intime, le nombre de réalisation, le nombre du non marital, le nombre de la ville de naissance? Quel est le nombre qui est le plus symbolique dans notre être, dans notre âme, dans ce que l'on est? En fait, je dirais tout, c'est comme si tu me demandais sur une partition de Chopin, quelle est la note la plus importante? Toutes les notes sont importantes. Ça s'appelle une question débile. Voilà, si tu poses encore une question stupide de ce genre,
Et ça sera. Non, mais si quelqu'un, un novice total, qui Alors. ne connaît pas, quel est le premier truc qu'il doit calculer? Le nombre du chemin de vie. Voilà. Parce que je vais te dire, voilà, Ah. quand même. Bah, quand même. Ah, c'est pas une question si. Bon. En fait, en Le chemin de astrologie, vie. mais ouais, en astrologie, si je te dis c'est quoi ton signe, à n'importe qui, les gens vont savoir. Si dans la rue, on fait un micro-trottoir, là, et je dis, alors, c'est quoi votre chemin de vie en numérologie? Les gens vont faire en quoi? Oh, bien sûr, bien sûr. Et moi, j'ai vraiment à cœur de démocratiser la numérologie. Et t'es Parce que- de quel chemin de vie? Moi, je suis 1. Un. Autonomie, indépendance, résilience, courage. Et le chemin de vie, c'est le but ultime de l'âme à atteindre dans cette vie-là. C'est la quête, en fait. C'est le Graal, c'est l'objectif d'incarnation. C'est pourquoi tu reviens te réincarner. Et il Quelle se est la calcule motivation avec la date de naissance. juste avec la date de naissance. Hein. Exactement. D'accord. Donc on additionne tout. Ouais. Si c'est 11, 22, 33 et 44. 33 et 44, on laisse. réduit pas. On réduit pas, c'est-à-dire qu'on n'additionne pas ces deux nombres-là. Parce que ce sont des maîtres nombres. C'est fort d'avoir ça dans son thème. Ah bah c'est génial. C'est un- Mais ça veut dire que tu reviens travailler aussi des questions fondamentales en lien avec des choses que tu n'as pas intégrées ou sur lesquelles tu te sens coupable depuis ta dernière vie. Tu as dit donc pour le 1. Allez, on se fait un petit tour d'horizon rapide. Allez, Un chemin de vie 2. c'est couple, union, duo, binôme. 3, c'est l'artiste, le communicant, le créatif. 4, c'est le travail et l'effort. 5, c'est la liberté. 6, c'est la famille. 7, c'est la foi, la spiritualité, l'intellect. 8, pouvoir, argent, abondance, spiritualité. 9, sagesse, don humanitaire. 11, c'est les visionnaires, les détecteurs de talent. Les 22, c'est comme Ayrton, c'est les architectes du monde, c'est ceux qui construisent des ponts pour l'avenir. Les 33, c'est le sens de la communauté. C'est souvent des cas de conscience par rapport à l'humanité. Et le 44, c'est le chaos ou l'abondance. Le chaos ou l'abondance. Mm. Ah ouais. Là aussi, c'est un qui tout double. Ouais, mais en règle générale, quand tu t'incarnes sur du 44, tu sais très bien ce que tu viens faire. Tu es déjà très initié. C'est plus rare les 44. Il y en a. Donc, premier petit calcul, si on a envie d'avoir une petite notion de quelque chose, c'est chemin de vie. Hein, direct. Tu enchaînerais avec quoi comme calcul? Le nombre d'expressions, qui est le caractère et la personnalité. D'accord. Donc tu le calcules. Donc moi, je ne prends que le premier prénom. Je sais qu'il y a des numérologues qui prennent tous les prénoms. Moi, je ne prends que le premier prénom et le nom de naissance. Et donc là, ça te donne la vibration de ton caractère et de ta personnalité. Et après, il y a un autre nombre qui est important, qui est le nombre ressources, qui est un peu le joker, la botte secrète de l'âme dans cette vie-là. C'est un nombre allié. C'est un domaine dans lequel on a déjà bien fait nos preuves dans les anciennes incarnations et qui est acquis, quoi. Comment tu fais pour ceux qui changent de prénom et de nom? On prend toujours ce qui a été déclaré à l'état civil en premier. D'accord. Et juste le premier prénom, en l'occurrence. Ouais, hein. tout à fait. Je sais que toutes les écoles ne sont pas les mêmes. Ouais. Mais pour moi, en fait, mettre des prénoms, les prénoms intermédiaires de Tati Denise et Mamie Jacotte, en fait, c'est mettre à l'autre des vêtements qui ne lui vont pas. Alors que là, on parle de l'être, de qui il est, de ce qu'il décide d'incarner intrinsèquement. Au-delà de toute influence. Et après, les autres prénoms, je m'en sers dans l'analyse du thème, dans ce qu'on appelle la grille d'inclusion. Et donc, ça me permet d'interpréter, de décoder certains aspects qui peuvent être optimisés ou qui sont un peu défaillants. À qui tu t'adresses alors aujourd'hui? Est-ce que tu dresses des thèmes, tu fais des consultations privées, tu fais des ateliers, des conférences, ou tu fais quoi? Je fais un peu de tout Tu ça. fais tout ça, ouais. Parce que vraiment, moi, mon objectif, c'est... j'ai vraiment envie que les gens ressentent ce que j'ai ressenti quand j'ai compris et découvert à quel point c'était utile et valeureux. Donc j'ai envie de transmettre un maximum de monde. Donc je fais des consultations privées, je fais des séminaires privés aussi, je fais des formations, je fais des conférences de plus en plus. Là, je suis appelée dans plein d'associations. Cette année, c'est incroyable. J'étais hyper sollicitée. Donc là, je vais être un peu à droite à gauche. En entreprise aussi, avec des dirigeants, chefs d'entreprise. J'ai l'impression que ça se démocratise un peu, ça, hein, la numérologie en entreprise. Il y a des chefs d'entreprise qui ont bien pris conscience de ça, hein, ouais. Du potentiel de ce... Mais tu sais, il y a toujours un peu, et je le comprends, le côté je me cache, j'ai honte de demander à une numérologue. Mais Mitterrand, il avait son astrologue. Enfin, il y a plein de dirigeants de ce monde qui ont leur astrologue. Alors pourquoi pas les numérologues maintenant? Bien sûr, comme d'autres disciplines ou d'autres approches spirituelles qui sont tout aussi
valable, hein, Bien sûr. bien sûr. Donc il faudra attendre mai 2024 pour la sortie du prochain livre, L'immense pouvoir du voyage astral. Il y a beaucoup à dire sur cette histoire du voyage astral, hein. Oui. Quelle différence fait-on et comment peut-on surtout faire la différence entre ce qui est assimilé tout simplement à un rêve d'un voyage astral? Alors, au début, moi, je savais pas que c'était des voyages astro que je faisais. Et c'est en discutant avec des amis, collègues de Christophe qui m'ont dit, bah ouais, mais il adorait faire des voyages astro, lui. Je fais, ah ok, ben je comprends alors. En fait, quand je fais un voyage astral, alors lui, Christophe, il commence toujours par viens, je t'emmène. Et il y a comme un liseré bleu dans mon rêve. Et en fait, je suis spectatrice d'événements de vie. Et en fait, je ressens tout. Je ressens moi et ce que les autres vivent. Mm. Et ça m'apporte des informations sur le passé, Et ça, sur le présent. ça, c'est un signe que c'est bien un voyage astral. Ouais. Que ce n'est pas simplement un rêve. Ah oui, parce que en fait, quand tu te réveilles, t'es plus du tout le même ou la même. C'est incroyable. Et puis ma mère, elle m'avait toujours dit, ma chérie, prends l'habitude de prendre un petit carnet qui était toujours un carnet sur toi pour noter les choses. Et j'en avais fait un premier. J'avais fait un rêve prémonitoire. Les premiers voyages astro, ça a été avec ma mère. Enfin, mais c'était des petits rêves. Quand elle est morte, elle n'avait rien préparé. Et du coup, on a dû se débrouiller avec mon frère pour faire la cérémonie tout organisée de A à Z. Et on s'est dit, ben voilà, on connaît ses goûts, mais on ne sait pas. On ne savait même pas si elle voulait être enterrée, si elle voulait être incinérée. On était un peu livrés à nous-mêmes. Mm. Et le lendemain de la cérémonie, en fait, j'ai rêvé d'elle. Elle nous tenait dans ses bras. Elle était « Merci mes amours, c'était génial, c'était une trop belle cérémonie. » Et la semaine d'après, il a fallu que je lance tous les papiers avec le notaire parce qu'elle avait une maison en Île-de-France. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? Et là, elle m'a dit, ma chérie, les papiers, ils sont cachés pour pas que papa tombe dessus. Tu vas voir, ils sont à un endroit précis, dans une petite boîte en velours bordeaux et bleu. Et quand tu vas y aller, on va te dire, ben non, j'ai pas cette petite boîte. La personne qui garde la boîte, elle va te dire, non, non, il n'y a rien. Mais si, en fait, tu devras monter au grenier, c'est là. J'y suis allée, la boîte était là avec tous les papiers de la maison. Et là, les bras en sont tombés à cette personne. Je préserve son identité parce que si mon père regarde par hasard cette vidéo, je fais quand même attention. Wow. Et là, j'ai dit, ok, il y a vraiment une vie après la mort, c'est sûr maintenant. Et là, par contre, je me rappelle ce matin quand je me suis réveillée, alors que ma mère venait de décéder à peine 10 jours auparavant, mais j'ai eu une force, un espoir, mais totalement retentissant. Et là, ça a transformé ma vie. Et c'est là où je me suis intéressée vie après la mort et que je suis tombée sur cette conférence qui allait avoir lieu le 26 mars 2011 au 17 d'une rue et que voilà, tu vois, les portes se sont ouvertes. Donc je sais identifier, reconnaître les rêves à message, les rêves prémonitoires, les rêves du passé et ce qui s'est révélé être en fait des voyages astro. Et en fait, j'en avais eu plein, mais sans avoir conscience, tu vois, c'est ce que je te disais. J'ai beaucoup vécu les choses sans être capable de les nommer et sans en avoir conscience. Mais comme si c'était normal et à la fois un peu en décadence, décalé du reste du monde, tu vois, enfin, très bizarre. C'est passionnant. En tout cas, moi je trouve que tu n'as rien de cette petite mytho que tu étais soi-disant voilà, quand tu étais gamine, Ah, mais qui passait son temps à mentir à droite à gauche. C'est vrai. Ah non, mais laisse tomber. Euh, C'était fort de café en plus. Hein. Est-ce que tu dirais aujourd'hui, pour finir, que tu aimes ta vie d'aujourd'hui, Ouais, vraiment. malgré toutes les embûches? Malgré tout, j'aime ma vie parce que je sais qu'il y a des cadeaux derrière, tu vois. Je sais qu'il y a des belles choses à vivre. Il y a eu des trucs très durs. Mais j'ai les outils, même s'il y a de nouvelles difficultés qui arrivent, je pense que j'aurai les outils. Pour assumer tout ça. Pour assumer tout et ça. pour avancer. Et pour avancer. Et pour transmettre. Et pour transmettre. Voilà. Et pour que Ayrton, maman, Pascal et Christophe soient fiers de moi. Tu redoutes le fait qu'un jour tu ne puisses plus avoir de ressenti avec Ayrton Senna ou avec Mais tu sais Christophe? quoi? En fait, à Ayrton, maintenant que je sais que j'ai toutes les réponses, c'est même pas grave. Celui avec qui c'est plus dur, avec qui j'ai... alors je rigole avec mon amie Amélie, une petite dépendance affective.
ça reste Christophe. Des fois, j'ai peur qu'il me lâche. Avec lui, oui, je peux avoir peur. C'est fou, alors que tu étais Mais je complètement sais qu'il est là. aux antipodes de cette Voilà, je l'ai relation, testé. de son vivant. C'est fou quand même. Ouais. Mais par contre, tu vois, j'ai pas cette peur de me dire, imagine demain, j'entends plus rien, je vois plus rien. Parce que je sais maintenant, j'ai la certitude que je les reverrai et que c'est juste une question de temps. Mais c'est simplement, il faut vivre les choses dans la matière. Tu vois, ce qui est dur, c'est le moment dans la matière. Les étapes dans la matière. C'est comme si je te disais, Marc, tu vas pas boire pendant 10 jours. Mais tu vas boire le 11e jour. Bah, les 10 jours sans boire, il faut que tu te les tartines. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vous présente une dernière fois les ouvrages, évidemment, d'Alexandra. Et puis, il y a les coffrets. Alors, c'est aux éditions Exergue, chez la grande maison de Guy et Claudia Trédaniel, bien sûr. Il y a aussi des coffrets au centre, c'est chez Alors, Erol, Erol, ouais. Le Duc. Le Duc. Et là, c'est chez Tonton Guy et Tata Claudia. Voilà. Je s'appelle Tonton Guy et Tata Claudia Trédaniel. Voilà. Merci infiniment. 14 mai 2024, c'est ça la date? De la sortie de l'immense pouvoir du voyage astral, je sais pas encore. Mais tu sais quoi? Je sais pas d'où sort cette date. Je sors là à l'instant, 14 mai 2024. Je ne sais absolument pas pourquoi je dis cette date. Bah écoute, Marc. Ce serait ouf que ça sorte le 14 mai 2024. Clairement. Et je suis là, je discute et je te dis, alors 14 mai 2020. Mais pourquoi 14? D'où ça sort ça? Bon. Bah je sais pas. Je ne sais pas. Bon, en tout cas. En plus c'est drôle 14. L'immense pouvoir du voyage astral, c'est le prochain ouvrage d'Alexandra Gabriel. Je te remercie infiniment. Marc, merci. D'être venu. Toute ton équipe, Anneli aussi d'avoir tout organisé. Ouais. Nelly qui fait un travail remarquable évidemment ici et tous ceux qui œuvrent sur cette chaîne. Merci en tout cas. Commentez, partagez, dites-nous vraiment ce que vous avez pensé de cette émission. Et on attend uniquement les témoignages bienveillants, contradictoires parfois, mais bienveillants. Vous avez le droit de dire des belles choses, comme vous avez le droit aussi de dire d'autres choses, mais toujours dans le respect. C'est absolument essentiel. Sinon, passez votre chemin. Allez, au revoir.